tous, bienvenue dans En pleine forme, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Nous avons bien reçu toutes vos questions sur www.enpleineforme.net et nous allons y répondre dans un instant. Aujourd'hui, vous allez savoir comment maigrir avant l'été, mesdames. Je pense que ça va vous intéresser. Vous saurez tout sur l'hypnose et enfin, les appelants n'auront plus de secrets pour vous. 3 experts sont là, le docteur Amoyel, chirurgien dentiste. Bonjour. Bonjour. Docteur Alexandra Dalu, médecin anti-âge et nutritionniste. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Philippe Vernois, spécialiste en hypnose et en PNL. Bonjour Philippe. Bonjour Myriam. Nous allons commencer par une question sur les implants. Qu'est-ce qu'un implant? Combien ça coûte un implant? Docteur Amoyel va y répondre tout de suite. Ça coûte très cher. Celui qui en a besoin, malheureusement, pas de chance. Avant de parler de prix, on va définir en quoi ça consiste exactement. Alors, un implant, c'est la découverte majeure, l'implantologie, la découverte majeure du XXe siècle. C'est déjà, si on met un implant, c'est qu'on a perdu une dent. Donc, quelque part aussi, on Là, vous prêchez pour votre paroisse. Non, je pense que si je parle à un autre spécialiste, il parlera d'une autre découverte. Si on accepte justement de perdre une dent, c'est que quelque part, on marche sur la tête. C'est-à-dire que la prévention ne s'est pas faite. Donc, on a affaire, en fait, à une médecine pompier. Il faut arrêter l'incendie. Donc, s'il y a prévention, on ne va pas perdre ses dents, on n'aura pas besoin d'implant. Donc maintenant, si on a perdu une dent, c'est qu'il va falloir la remplacer. Et pour la remplacer, la meilleure des solutions, c'est l'implant. Alors, pourquoi remplacer une dent qui manque? Parce que la nature a horreur du vide. Dès qu'il y a des trous, il va y avoir des mouvements, ça va déséquilibrer la mâchoire. Imaginez un édifice, vous enlevez 1 ou 2 pierres, puis un jour ou l'autre, ça va s'écrouler. Là, c'est pareil. Un implant, donc c'est une vis, comme une cheville dans le mur, qu'on va mettre dans la mâchoire et sur laquelle on va mettre la nouvelle dent qu'on appelle une couronne. Voilà la technique. Vous creusez un trou dans la mâchoire. Ouais, on creuse un trou dans la mâchoire, on met une vis, on attend quelques semaines, en général entre 8 semaines et 12 semaines, que ça s'intègre, que l'implant s'intègre dans l'os, et ensuite, on remet une nouvelle dent par-dessus, qu'on appelle la couronne. Et un implant, ça dure toute une vie? En principe, ça dure toute une vie. C'est une technique extrêmement fiable, qui s'appuie quand même sur 30 ans d'études cliniques. Donc c'est 95% de succès. C'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de choses qui donnent 95% de succès. Combien ça coûte un implant? Parlons argent. Entre 1 500 et 2 000 euros. Donc si je veux économiser 2 000 euros, vous ne faites pas d'implant, vous partez sur un truc... Donnez-moi des conseils de prévention quand même. Eh ben, vous voulez économiser 2 000 euros, vous allez chez le dentiste tous les 6 mois, vous lui faites confiance, il passe une radio, il regarde s'il y a des problèmes. Tous les problèmes qui seront pris à temps ne se traduiront pas par la perte d'une dent ou de plusieurs dents. Parce qu'il y a des gens qui ont eu la malchance de perdre toutes leurs dents. Là encore, il ne faut pas attendre que ça fasse mal pour aller consulter. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mal qu'il n'y a pas un problème. Donc c'est tout l'intérêt de la prévention. Mais puisque vous parlez argent, dans l'assurance maladie, la prévention n'existe pas. Donc exactement. Ça, c'est un acte qui n'est même pas remboursé. C'est dire à quel point on est à l'envers. D'accord, je vous remercie en tout cas pour tous ces conseils. Donc vous savez tout maintenant sur les implants et vous allez savoir tout sur les régimes. C'est bientôt l'été, mesdames et messieurs. Je pense que des conseils de régime intelligent vont vous faire le plus grand bien. Le docteur Alexandra Dalu va nous dire comment faire pour maigrir intelligemment, rapidement et sans perdre la forme. Alors si on veut maigrir intelligemment, justement, on ne se met pas au régime. Parce que les régimes ne fonctionnent pas, ils sont apparus, c'est une mode qui est apparue dans les années 60 et c'est un grand paradoxe. Depuis les années 60, l'obésité augmente. Les régimes, la pratique des régimes a augmenté et pourtant ça ne fonctionne pas. Donc il ne faut pas se mettre au régime. On le sait qu'il faut manger équilibré. Voilà, il y a une bonne triade, l'exercice physique pas forcément intensif mais régulier, dîner très léger, un peu plus copieux le matin et au déjeuner, ne pas grignoter, supprimer quand même l'apport des sodas, de toute forme de boissons sucrées, pas trop de gâteaux non plus évidemment, et puis bien dormir, puisqu'on maigrit pendant le sommeil, vous avez des hormones qui sont sécrétées pendant le sommeil, qui vous font maigrir et qui préparent également la synthèse de certaines hormones de la journée
qui vont réguler votre glycémie et le gras également. Donc plus on dort, plus on maigrit? Alors il y a une étude très intéressante qui montre que les gens qui dorment bien sont moins enclins à la pulsion sucrée et la pulsion grasse. Les gens qui ont une nuit beaucoup plus courte, avec un sommeil non récupérateur, vont être attirés par le sucre et le gras. Donc c'est quand même une des choses à prendre en considération au cabinet. Parce qu'étant donné cabinet. qu'ils ne vont pas puiser leur énergie dans le sommeil, ils vont la puiser dans les aliments. Alors en fait, vous avez de la gréline et du cortisol qui sont augmentés dans une nuit courte. Et les corollaires, dans une nuit longue, la synthèse de la gréline diminue, la leptine augmente et elle est coupe-faim. Donc en fait, voilà, on peut vraiment doser ça. Donc c'est quelque chose de scientifiquement maintenant démontré. Alors, Aude, qui souhaite maigrir avant l'été et qui se plaint d'être fatiguée, bon, j'imagine que c'est à cause d'un régime, parce que lorsqu'on fait un régime, on se prive de plusieurs nutriments, de vitamines, et c'est pour ça qu'elle est fatiguée. Alors, je ne connais pas la patiente, il y a peut-être d'autres On causes, suppose. mais si on suppose qu'elle est fatiguée parce qu'elle est dans un régime important, avec, comme tu le disais, une suppression, par exemple, des féculents, ce qui est une fausse idée, elle peut en effet être fatiguée. C'est pour ça que c'est l'équilibre qui prévaut dans ces cas-là. Il faut voir un petit peu de tout. Encore une fois, le côté la soupe, le yaourt allégé, ça ne fonctionne pas. C'est bourré d'eau, donc c'est vraiment encore une fois une fausse idée. Après, d'être avec par exemple, un apport de protéines trop important, c'est pareil. On va être dans une forme de frustration. Donc pour là, le elle est en reste. train de démolir un à un tous les régimes à la mode. Oui, tant pis. Régime hyperprotéiné, régime hypolipidique. Non, il faut vraiment. Non, mais c'est vrai que c'est important de tout. préciser ça, parce qu'à l'approche de l'été, on voit que tous les magazines féminins nous parlent de régimes miraculeux. Alors il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle en science, généralement, puisque la science n'est pas un miracle. En fait, vous avez cette fausse idée aussi sur le cru. Alors, socialement, ce n'est pas quand même très, très agréable de manger cru à chaque fois. D'un point de vue gustatif aussi, ça ne va pas tenir. Ça va tenir une semaine, 15 jours, peut-être un mois pour les plus tenaces. Mais c'est pour ça que vous avez une reprise des mauvaises habitudes. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre ça en considération, c'est-à-dire écouter son patient, ses habitudes de vie, son heure de lever, son heure de coucher, s'adapter en fait finalement à sa demande, voir pourquoi aussi il mange mal. Parce qu'il y a des causes parfois aussi psychologiques. Lui réapprendre à manger. Réapprendre à manger, à écouter son corps aussi, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent plus et qui vont manger pour compenser, par exemple, une frustration. Voilà, donc l'hypnose peut être intéressante. Au cabinet, on la pratique. On explique à nos patients comment faire de l'auto-hypnose, comprendre où est le problème, sans analyser non plus depuis l'enfance ce qui s'est passé, en étant assez pragmatique, justement pour que ce soit rapide et très concret. Et ça fonctionne très très bien, en fait. Ça fonctionne très bien. Vous avez aussi des compléments alimentaires qui sont intéressants, qui vont augmenter certains neurotransmetteurs dans le cerveau, la dopamine par exemple le matin et la sérotonine en fin de journée, et qui ont montré leur intérêt sur la satiété, récupérer une forme de sérénité aussi, et puis plutôt être boosté le matin. Voilà. Bah, je regarde mon collègue parce que bon, bah voilà. Vous voulez parler de l'hypnose, alors il se sent concerné, il a envie d'intervenir. C'est vrai qu'on peut utiliser l'hypnose pour des régimes. On peut utiliser l'hypnose. C'est un complément, c'est-à-dire que c'est comme toujours en médecine, on fait aussi une prise de sang parce que tu parlais à un moment de carence, il faut aussi voir s'il n'y a pas de carence pour pouvoir pallier aussi à une éventuelle pathologie. Et l'hypnose est un outil. Bah justement, parlons-en de l'hypnose. Il y a une personne qui se pose énormément de questions sur le sujet. Une amie m'a conseillé l'hypnose, nous écrit-elle, mais je ne suis pas rassurée à l'idée de me faire hypnotiser et elle veut savoir si c'est dangereux. C'est une excellente question. Est-ce que l'hypnose est dangereuse? Non. Clairement non. Nous allons développer quand même. Oui, c'est résumé, non, mais il y a beaucoup de mythes sur l'hypnose. Il y a un aspect magique, ça paraît mystérieux, alors que c'est un processus tout à fait naturel. Effectivement, sur les régimes, c'est très efficace en complément. Et sur les régimes, mais j'ai dit une bêtise. Parce que les régimes, c'est pas bien. Donc, c'est pas sur les régimes, mais sur un amaigrissement. Sur un amaigrissement, je ne suis pas un spécialiste. On a dans notre institut des spécialistes de cette forme d'hypnose, mais je sais qu'il y a de très bons résultats avec l'hypnose sur l'amaigrissement.
Du comportement Tout à fait, alimentaire, oui. ça fonctionne très bien. Recadrer ces choses-là, c'est un outil magnifique. Et c'est un outil qui est complètement naturel. Vous êtes en hypnose, on dit toutes les heures et demie, globalement, quelques minutes. Et on a tous fait des expériences d'état hypnotique. Vous conduisez votre voiture, vous avez fait 10 km sur l'autoroute sans vous en apercevoir, et vous êtes déjà arrivé à la sortie. Ce sont des moments d'absence, ça. Quand Pas nous d'absence, sommes vous n'avez pas ailleurs, la tête dans les nuages. Vous n'avez pas C'est de eu l'hypnose, d'accident. Vous êtes arrivé concentré. là, concentré, focusé, sans accident et en n'ayant pas vu le trajet se dérouler. Vous étiez en état de conscience modifié. C'est un état hypnotique. Il y a beaucoup de sortes d'états hypnotiques différents. Vous en vivez quand vous lisez, où vous imaginez toute l'aventure, tout le film, où les images défilent dans votre tête. Là Vous aussi, êtes c'est dans un l'hypnose. état de conscience modifié. Et lorsqu'on vient dans votre cabinet et que vous nous hypnotisez, on peut faire des choses inconsciemment, avoir des comportements peut-être dangereux, des comportements peut-être étranges. Pas dans le cabinet, non. Pas dans le cabinet. Parce que lorsqu'on est hypnotisé, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Vous ne ferez jamais en hypnose quelque chose qui est contre vos valeurs. Quelque chose qui va foncièrement contre ce que vous êtes, contre ce que vous aimez, contre vos valeurs, jamais, et vos croyances, jamais vous ne le ferez. On ne peut pas, de l'extérieur, il n'existe que de l'auto-hypnose. Parce que là, je ne parle pas pour moi, je suis porte-parole de cette téléspectatrice qui aimerait s'adonner à cette activité, qui aimerait être hypnotisée, mais qui a du mal à lâcher prise, qui a un peu d'appréhension, qui a peur de l'inconnu finalement. C'est pas un lâcher prise, on va y aller doucement. Avec quelqu'un qui vient en cabinet, qui ne veut pas, on va lui donner du choix. Pas besoin, on va lui faire vivre une expérience, par exemple, hypnotique, tout en étant consciente. Lui montrer que, par exemple, elle ne maîtrise pas son bras, qu'il y a une autonomie propre, tout en discutant avec vous, pour la rassurer sur ce fait-là. Lui montrer que c'est absolument pas dangereux, c'est totalement naturel, et ça procède de processus qu'elle vit en permanence. Est-ce que vous pouvez faire des choses à des personnes sous hypnose? Non. Alors, si vous voulez Pas obtenir contre leur volonté. un prêt de votre banquier, est-ce que vous pouvez l'hypnotiser? J'aimerais bien. Mais je doute qu'il soit réceptif à cette chose-là. Voilà, il faut être très réceptif. J'ai vu un test dans des émissions américaines qui consiste à faire ce geste-là Tout à fait. pour savoir si on est hypnotisable ou non. Alors, en quoi ça consiste, ce geste? Alors, ce geste-là, c'est ce qu'on appelle un test de suggestibilité. Un mot difficile. Alors, on va tester sur moi. Est-ce que je suis hypnotisable? Qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez faire la même chose Serrez chez vos vous. doigts et imaginez que je serre une vis comme un étau qui va rapprocher vos doigts progressivement. Et je donne un tour. Un tour. Concentrez-vous sur vos doigts et je serre la vis. Je serre la vis, je serre la vis. Et petit à petit, cette vis, ça devient de plus en plus difficile pour vous de tenir vos doigts écartés. Effectivement, il se rapproche. Et petit à petit, au fur et à mesure que je donne un tour et Bon, un autre tour, ce n'est pas truqué, hein, c'est fait sans trucage. c'est truqué. Pourquoi? Parce que vos doigts se rapprochent naturellement. Seulement, si la personne, tenez-les comme ça et je ne dis rien et vos doigts vont se rapprocher. C'est physiologique. C'est physiologique. Seulement, si ça va très vite, ben, la personne est suggestible. Si elle résiste, si elle force, on sait que la personne a une peur pour rentrer en hypnose. D'accord. Ça nous donne non pas un degré d'hypnotisabilité de la personne, mais un degré de si elle a peur ou si elle n'a pas peur. Merci. Vous pouvez tester ce geste à la maison pour savoir si l'hypnose fonctionne sur vous. Merci à tous pour tous ces conseils, pour ce test réalisé en plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions sur www.enpleineforme.net. Nos experts seront là pour y répondre. À très bientôt. Au revoir.